Bonjour à tous. Devant le succès de nos premiers podcasts et votre enthousiasme à suivre ceux du Dr Thierry Hertog, nous sommes vraiment ravis de poursuivre cette aventure des paroles d'experts Energetica Natura. 2 mardis par mois, retrouvez des experts en médecine fonctionnelle, que ce soit en hormonologie, en santé digestive, en santé métabolique et bien d'autres encore. Ces paroles d'experts sont pour vous, professionnels de santé, experts ou débutants, une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'avoir accès à une grille de lecture différente par rapport à votre pratique actuelle. Cet outil vient enrichir notre offre de formation académique proposée sous forme de webinaires, d'ateliers digitaux, de tables rondes et de masterclass scientifiques pour, jour après jour, vous accompagner de façon personnalisée au plus près des attentes de vos clients et patients. Restez connectés et retrouvez nos paroles d'experts sur les grandes plateformes d'écoute, YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud, et bien sûr sur notre site web, rubrique Académie. À bientôt. Bonjour Dr Mouissé. Bonjour. Je suis ravi et honoré de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Paroles d'experts d'Energetica Natura. Je rappelle que vous êtes médecin oncologue, formé à la santé environnementale et conférencier, que vous accompagnez les patients atteints de cancer depuis plus de 30 ans. Alors nous sommes aujourd'hui dans le magnifique centre de soins que vous avez créé dans les années 2000, le centre ressources, donc à Aix-en-Provence, et qui a essaimé dans d'autres villes de France depuis. Dans ce centre, vous exercez en équipe le concept de l'oncologie intégrative, que vous avez d'ailleurs développé dans votre ouvrage de référence Oncologie intégrative du cancer vers la santé. Donc un livre vraiment de référence, très pédagogique et très bien illustré, je dois dire. Alors, Dr Mouissé, pourriez-vous nous décrire en quelques mots ce qu'englobe cette approche de l'oncologie intégrative et ce qu'elle apporte en termes de bénéfices à la fois pour les patients et pour les aidants? Donc le terme oncologie intégrative, c'est dire comment on associe à la démarche conventionnelle toutes les approches, qu'on pourrait dire interventions non médicamenteuses, qui pourraient apporter quelque chose, soit pour améliorer la qualité de vie, améliorer la tolérance au traitement, soit même optimiser les résultats thérapeutiques, et en particulier optimiser la prévention sur laquelle les médicaments sont rarement présents. Donc tout ce qui peut apporter quelque chose pour optimiser la démarche thérapeutique et qui n'est pas catégorisé comme médicament ou intervention chirurgicale, enfin médecine conventionnelle. Le principe fondamental de l'oncologie intégrative, je pense que c'est le pilier, c'est le patient et le focus, et non la maladie. Ouais. Et donc les interventions non médicamenteuses, dans son aspect le plus poussé, comme l'on fait à ressources, eh bien, c'est une approche où on aide le patient à être plus fort. Et on a une observation remarquable qui est que, bien sûr, sur l'aide à être plus fort, il va être mieux. Donc on a un résultat attendu en termes de qualité de vie sur toutes les dimensions, émotionnelle, mentale, sociale et spirituelle. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on observe du coup, c'est une constante en cancérologie en tout cas, quand on améliore la qualité de vie de façon durable, on a un impact sur la survie. Autrement dit, sur les risques de récidive, sur quelqu'un qui est malade en métastatique, sur sa survie tout court, en termes de quantité. Donc on améliore les résultats. Et on pourrait dire aujourd'hui clairement qu'une approche alternative aujourd'hui, en 2025, est clairement une perte de chance. Dans le cancer du sein, ça va jusqu'à 80% de perte de chance. Quelqu'un qui est une démarche alternative versus une démarche conventionnelle. 80%. C'est logique, plus il y a des médicaments efficaces, évidemment, et plus ce chiffre va être énorme. Globalement, c'est 50%, et voilà, jusqu'à des 80% pour le cancer du sein ou du côlon. Mais dès qu'on propose une approche intégrative, c'est-à-dire en plus de la démarche conventionnelle quelque chose, eh bien ne pas le faire aujourd'hui en 2025, c'est une perte de gain de chance. D'accord. On pourra le voir comme ça. Ok, très bien, super. Et justement, de par votre expérience et votre pratique, quelle place occupe la micronutrition et les extraits naturels dans cette oncologie intégrative? Alors, ce que j'aime beaucoup dire, c'est qu'elle fait partie intégrante
comme une évidence, parce que je prends juste la vitamine D. On a des exemples, une étude française de Montpellier qui montre que traitement néoadjuvant, c'est-à-dire on fait une chimio avant d'opérer pour un cancer du sein, on améliore les résultats de 20 à 40%. Mais il est clair que ce n'est pas la vitamine D qui a fait le boulot toute seule. Mais elle est un peu comme l'assaisonnement du plat. Elle va relever et le rendre plus efficace. À plein de niveaux aussi, la vitamine D. Oui, mais je donne juste un exemple pour dire, waouh, ça peut avoir un impact extrêmement fort, juste parce que si ça manque, ça manque, et le plat qui était un plat de maître, sans être assaisonné, il retourne à la cuisine, ou en tout cas, il ne va pas du tout avoir le même résultat. Donc c'est quelque chose qui va relever les résultats, mais en même temps, je voudrais tout de suite poser le fait que ça n'est pas, quand on part sur une démarche intégrative, on ne repose jamais les choses sur une chose. C'est une dynamique. C'est une dynamique de collaboration. Et donc c'est la vitamine D associée à d'autres choses. Et si vous dites par exemple, je veux traiter la fatigue à la Q10, vous avez peut-être une chance de bien tomber. Hein. Vous aurez et les études du coup diront, ça ne marche pas. Sauf que les études sont stupides. Parce que ce n'est pas le Q10. C'est le Q10 et tout. Et d'abord, il faut être sûr que ce soit la fatigue liée à la mitochondrie. Et si c'est la mitochondrie, il ne faut pas que du Q10. Oui, exactement. Il faut de l'acide lipoïque, de la vitamine B2, B3, il faudra de l'acide lipoïque. Bref, une quantité de choses associées pour que ça marche. Et non pas une chose. Et donc, tout de suite introduit le fait que on doit être, quand on est dans l'oncologie intégrative, on n'est plus dans une logique de la médecine conventionnelle qui sépare les choses une à une, qui est une démarche utile en un temps, mais à un moment, la vraie vie, c'est pas ça. C'est une collaboration. Et donc, que vous parliez du jeûne, de la vitamine D, du sport, si vous le pensez ça tout seul, vous passez à côté de trésors parce que c'est une collaboration. Donc ça, c'est les bases de l'oncologie intégrative, le focus sur le patient. Et deuxièmement, la thérapeutique, de façon générale, c'est une dynamique collaborative. Super. Ah oui, super. Et bon, alors on sait que l'annonce d'un cancer, c'est souvent vécu comme un véritable traumatisme, que ce soit pour les patients et bien sûr aussi pour leur entourage. Est-ce que vous proposez certaines plantes pour aider à calmer les réactions d'anxiété, pour mieux vivre cette période, également pour lutter contre l'humeur dépressive qui peut découler de cette annonce? Je trouve très intéressant qu'on parte d'emblée sur cet aspect-là, parce qu'effectivement, le cancer est une maladie particulière. La souffrance est présente dans toutes les maladies. Mais il y a là, dans le cancer, quelque chose de très fort qui est la confrontation à la mort et donc à l'existence. Donc il y a un aspect qui dépasse largement le problème du corps malade. Et il y a vraiment une confrontation à l'existence et à toutes les questions que ça pose. Donc, si vous êtes là pour accompagner quelqu'un, que vous ne savez pas quoi faire, que vous avez peur d'interagir avec les thérapeutiques, il y a une dimension sur laquelle vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. C'est si vous accompagnez le psychisme, enfin la personne, dans son émotion, psychisme et son existentialité. Et donc, du coup, là, les plantes qui pourront aider à mieux dormir, à être moins anxieux, moins déprimé, et donc du coup à ouvrir des portes, permettre à la personne de s'investir, de s'engager, de participer à la thérapeutique, de bien dormir quand on sait que le sommeil, c'est des pronostics vitaux qui sont plus 40% s'il y a un bon sommeil versus mauvais. Dans tous les cancers, hein, sein, poumon, côlon, on a des études. 40% si le sommeil est de mauvaise qualité versus une bonne qualité. Donc vous avez un point d'action très puissant, avec des plantes qui, pour la quasi-totalité, n'ont pas d'interaction significative avec les thérapeutiques. Ouais. Et donc, vous utilisez des adaptogènes, des ginseng, que ce soit américains, indiens, sibériens, coréens, enfin bref, les ginseng que vous pouvez associer. Donc, c'est particulièrement, certainement, le plus intéressant d'ailleurs, parce que c'est adaptogène, ça veut dire que c'est modulateur, que vous n'êtes pas en train d'endormir la personne, que vous n'êtes pas non plus en train d'exciter. Donc, c'est certainement la meilleure façon. Associé éventuellement, bien sûr, avec des substances apaisantes comme le griffonia, l'escolia, passiflore, avec chacune leur particularité, hein, leur force et faiblesse, et des substances, pourquoi pas stimulantes, comme le safran, voilà, qui peuvent être antidépresseurs. Vous ne ferez pas de bêtises. Vous allez faire déjà, première chose, aider la personne à se relever, à se mettre droit. Vous allez lui mettre une couverture. Hein, quand il y a une catastrophe naturelle, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Soulager les gens. Donc, je pense la première chose à faire, c'est les aider à être mieux et à pouvoir regarder en face ce qui arrive, ce qui est là. D'accord, très bien.
Et l'ashwagandha, par exemple, c'est une plante que vous conseillez un petit peu. Eh oui, le adaptogène ginseng aussi. indien, Oui, c'est le qui a, ginseng indien. tout qui a à en fait. plus son nom, alors si je me trompe tout le temps sur Wintifera, Oui, c'est Somnifera. oui, oui. Bon, ok, Oui, Wintifera, on est un truc d'accord. comme ça, Oui, mais c'est ça. Somnifera. Donc, Somnifera. ça veut Il y a dire aussi une que action vous le prenez la préventive au journée, sommeil. mais vous avez Tout à déjà fait. en train de préparer le sommeil. C'est C'est ça quelque qui est chose qui vous aide à intéressant. mieux vous adapter à la journée. Ça fait partie des plantes Ouais, les fondamentales. actifs, ce sont les vitanolides, voilà, de l'ashwagandha. Ouais, tout à fait. Donc, ok, super. Je vous propose que l'on échange maintenant plus particulièrement sur toute cette période qui va précéder la mise en place des protocoles de soins conventionnels. Et si j'ai bien compris votre ouvrage, dès le diagnostic, on peut déjà intervenir en médecine fonctionnelle pour renforcer le terrain du patient sur 3 axes. La consolidation de l'immunité, donc l'immunocompétence, la neutralisation du stress oxydant et la réduction de l'inflammation. En quoi ces 3 piliers sont-ils essentiels pour mieux affronter le cancer? Alors, je pense qu'il faut revenir, et nous, ce qu'on fait avec les patients dans le centre, c'est qu'ils ont un programme qui dure 1 an, là qu'on a modifié maintenant, qui est avec un programme concentré de quelques jours à temps plein, associé à 6 mois, mais en tout cas un temps long d'apprentissage en groupe. Et dans ce temps long, on apprend la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique, la communication relationnelle. Ouais. Tout l'ensemble de ces outils ont quasiment tous comme effet, c'est l'effet de « je suis mieux », mais au niveau biologique, on l'a montré, on améliore l'immunité. On rejoint ce que je venais de dire, l'immunité, évidemment. Maintenant, l'immunité n'est pas non plus, fait pas tout dans le cancer. Il faut aussi apporter de l'efficacité, de l'efficience, et les patients suivent des conférences. Mieux comprendre pour mieux agir. Et avant de dire est-ce que je peux donner des antioxydants ou pas, il faut comprendre. Et si aujourd'hui on entend souvent il ne faut pas en donner, c'est parce qu'on ne comprend pas. C'est parce qu'il n'y a pas de compréhension de comment fonctionnent les traitements. Donc c'est essentiel pour les patients, ils y passent tous, si je peux dire, par ces conférences, mieux comprendre le cancer. D'abord mieux comprendre l'ennemi, c'est essentiel. Deuxièmement, du coup, comme j'ai compris que le cancer n'est pas tout puissant tout seul, mais qu'il a besoin d'une dynamique collaborative aussi, que le cancer c'est une dynamique et pas une cellule et poum, ça y est, c'est cancer. Non, il y a une dynamique et elle a besoin de choses qui sont en place, sinon ça ne marche pas. Une fois que j'ai compris ça, je comprends que la dynamique du traitement c'est aussi une dynamique collaborative. C'est ça, plus ça, plus ça, et puis suivant les moments, ça change. Si je dis anticancéreux, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Je peux être anticancéreux parce que je préviens le cancer. Préviens, ça veut dire ne pas tomber malade. Si je parle du curcuma en ce sens, un demi-cuillère à café tous les jours depuis la naissance, et il y a beaucoup moins de cancer en Inde qu'ailleurs. C'est vrai. Mais c'est anticancéreux à petite dose en prévention. Maintenant, le cancer est présent, la cuillère à café de curcuma, elle ne sert à rien. Elle est quasi inutile. Si vous voulez être au moins accompagnant, pour être anti-inflammatoire, il faudra des cuillères à soupe. Et il faudra que ça passe, on en parlera de biodisponibilité, donc vous devrez mettre du poivre ou d'autres façons de faire, mais vous vous retrouvez dans anticancéreux, je dois le contextualiser ce mot, sinon on va dire il est faux. Mais comme je pourrais dire que la chimiothérapie, c'est faux de dire que c'est anticancéreux, parce que ça voudrait dire que ça guérit tout le monde. Non, ça fonctionne bien à un moment donné, quand la maladie prolifère, qu'elle est volumineuse, qu'elle est en prolifération, qu'elle est sous forme infiltrante, et pas quand elle est sous forme in situ, ça ne marchera pas à ces moments-là par exemple. Ça ne marchera pas en prévention primaire. D'accord. Donc la chimio, elle est efficace à un moment donné. Et c'est vrai pour tout. Donc une fois qu'on a posé tout ça, on se dit les antioxydants, quel intérêt ils ont pendant les traitements, quels intérêts ils ont en prévention, c'est pas la même chose, c'est pas la même dose, c'est pas la même fonction. Et ensuite, on a tendance à tout catégoriser. Les antioxydants, en cas de chimiothérapie qui n'est pas pro-oxydante, ça ne sert pas à grand-chose. Donc la généralisation, les antioxydants, il le faut, c'est pas bon non plus. Donc on doit comprendre que, poser pour les antioxydants, que, est-ce qu'il y a du stress oxydatif vraiment ? Donc est-ce que j'ai besoin d'antioxydants ? Est-ce que ma chimiothérapie provoque de l'oxydation ? Et ensuite, il faut sortir cette idée que même les cancérologues, beaucoup de cancérologues ont, que la chimio marche par le fait du stress oxydatif. Or, on a tous appris pourtant
que les chimiothérapies cytotoxiques, c'est des médicaments qui agissent sur l'ADN ou au moment du cycle cellulaire, sur des antimitotiques, c'est antimitose, et c'est pas le stress oxydatif qui fait ça. Non. C'est le médicament qui agit, qui bloque la mitose pour ce qui est des médicaments comme le taxane, le taxol, taxotère, la navelbine. Et puis il y a des médicaments qui sont les anthracyclines, les sels de platine, qui eux créent des cassures au niveau d'ADN. Mais c'est, pour donner une image, l'explosion qui fait l'efficacité de la chimio, parce qu'à un temps de concentration donné, je fais une injection, pouf, j'ai un pic de concentration, ça agit. Une fois que ça a baissé, ça n'agit plus. Par contre, quand ça traîne, ça c'est la toxicité. C'est ce que vous avez très bien expliqué lors de la dernière édition de votre colloque, justement. Ouais. Et justement, Ça, c'est super important. Ouais. C'est-à-dire comprendre que le médicament, il agit à un moment donné et que c'est parce qu'il perdure qu'il est toxique. Oui, c'est ça. C'est tellement vrai ce que je suis en train de dire en médecine que dans certaines situations, on a l'antidote, par exemple la vitamine B9 pour le méthotrexate. Oui. Vous faites un pic de concentration très élevé. Dès que vous l'avez atteint, c'est une course contre la montre. Hein. Ouais. Vite, il faut vite arrêter parce que sinon on va être trop toxique. On envoie la vitamine B9, on fait sortir le médicament des cellules, il est éliminé, et c'est bon. Et si on le fait bien, on a obtenu l'efficacité et on a évité la toxicité qui ne dépend que du fait que le médicament perdure, traîne dans l'organisme à des taux insuffisants pour être efficace, mais des taux suffisants pour être toxique. Okay. Si on a compris ça, du coup, les antioxydants, c'est intéressant parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ce qui marche, c'est la bombe qui explose. Par contre, ce qui nous emmerde tous, c'est la fumée qui retombe, les poussières, qui va piquer les yeux, faire mal aux poumons, etc. Et donc là, si on met des anti-poussières, des antioxydants, on va aider à récupérer mieux. Et les études, quand elles sont bien faites, quand elles sont honnêtes, parce qu'il y a aussi des études malhonnêtes, quand elles sont bien faites, eh bien, elles démontrent, moi je cite souvent le travail d'équipe de Bloch, qui était du MD Anderson, qui est quand même le centre anticancéreux le plus grand au monde, qu'il publie en 2009 cette étude pour montrer que quand on utilise antioxydants pendant les chimiothérapies, on n'a jamais de perte d'efficacité et on a toujours au minimum une amélioration de la qualité de vie, voire même, dans certaines études, une amélioration de l'efficacité, enfin de la réponse. Quand je dis ça, ne veut pas dire que les antioxydants ont été efficaces par eux-mêmes, mais s'ils permettent de mieux tolérer, vous allez mieux faire les traitements. Hein, donc c'est une explication claire. Voilà. Donc première chose, c'est possible, les antioxydants, et c'est utile, mais pour des chimiothérapies pro-oxydantes. Après, il y a un deuxième aspect qu'on comprend de plus en plus, c'est que les antioxydants, ce n'est pas que pour le côté stress-oxydant, au sens purement créé par les traitements, mais aussi le fait que certains traitements sont toxiques pour les mitochondries, et que aider avec des antioxydants les mitochondries à mieux fonctionner, c'est aussi aider finalement à mieux récupérer de la chimiothérapie qui n'est pas pro-oxydante pour autant. Donc on a un intérêt des antioxydants en général, surtout avec des chimios antioxydantes, mais derrière aussi pour le problème des mitochondries. Mais du coup, vous comprenez que si c'est la mitochondrie qui souffre, ce n'est pas que le stress oxydatif qui est important, ce n'est pas que les antioxydants qu'il faut apporter, mais aussi tout ce qui permet le fonctionnement de la mitochondrie. Le Q10, l'acide lipoïque, éventuellement des vitamines B2, B3, etc., le cuivre, le zinc, etc. Donc, les antioxydants sont intéressants pendant les traitements pour récupérer. Pour la détoxification également, pour la phase intermédiaire de détoxification. Et après, quand on veut détoxifier, on le sait, ça fait partie des substances intéressantes, mais là aussi, pas que, puisqu'il faut des acides aminés soufrés, il faut des minéraux. Donc, c'est aussi, encore une fois, une collaboration. C'est pas un truc, c'est pas que de la vitamine C. Voilà. Et après, dans l'ensemble, évidemment, il y a des antioxydants, entre guillemets, je dirais, plus importants, je pense, que les autres. C'est l'acide lipoïque et le glutathion. Oui. Parce que le glutathion, il est tellement impliqué dans beaucoup justement de détox. Dans la conjugaison glutathion, dans tout ce qui est antioxydant. Il est surtout, alors l'acide lipoïque aussi, parce c'est un antioxydant universel et qui permet de recycler les autres. Aussi. La vitamine C, la vitamine E vont être recyclées grâce à l'acide lipoïque. Donc, il est très très important. Puis il a des effets chélateurs. Oui. Il a d'autres propriétés, la régulation de la mitochondrie, donc du sucre. Là aussi, j'introduis tout de suite l'idée qu'il y a des antioxydants, mais les antioxydants de deuxième génération ont encore un plus souvent, parce qu'ils ont une multifonction. Et donc, on ne peut pas les limiter à un truc. Et ça, c'est super important, parce qu'on reparlera certainement un peu des interactions.
quand on passe d'interaction, on doit réfléchir l'ensemble des choses. Hein, encore une fois, sinon on va éliminer quelque chose qui est très intéressant uniquement parce que tiens, ça ne me plaît pas sur cet aspect-là, mais on oublie qu'il va être très utile sur d'autres aspects en même temps. Sur les antioxydants, on pourra dire aussi une deuxième chose, c'est que la chimio, c'est une chose, les thérapies ciblées de plus en plus présentes, l'immunothérapie. Il se trouve qu'évidemment, alors l'immunothérapie c'est facile, hein, c'est évident que c'est utile. Une immunité, si elle n'a pas d'antioxydants, un capital antioxydant, elle ne fonctionne pas. La meilleure preuve que vous avez, immunothérapie plus paracétamol, égale perte d'efficacité de 20 à 40% de l'efficacité de l'immunothérapie. 3 études en 2022 au congrès de l'ASCO, qui est notre grande messe de la cancérologie, ont montré ça. Donc pourquoi ? Ce n'est pas de la magie, mais c'est juste que le paracétamol, tout le monde le sait, on vous dit d'attendre 4 heures avant de reprendre. Pourquoi ? On laisse le foie le temps de se régénérer en glutathion pour pouvoir reprendre du paracétamol. Parce que c'est le glutathion qui va éliminer, non pas le paracétamol, mais le déchet du paracétamol. Oui. Hein, donc ça n'empêche pas l'efficacité. Métabolite. Mais les produits d'élimination de paracétamol vont être éliminés grâce au glutathion, neutralisés. Si vous faites une intoxication aux urgences, on vous fera des perfusions de N-acétylcystéine, qui est le précurseur du glutathion. Donc c'est dans le Vidal, tout le monde le sait, sans le savoir. Ouais. Et donc quand vous avez une infection, si vous prenez du paracétamol, logiquement, vous devez prendre du NAC, N-acétylcystéine, pour régénérer votre glutathion, parce que sinon, vous utilisez ce glutathion pour le paracétamol, et vous déshabillez Pierre pour habiller Jacques, parce que ce glutathion indispensable pour éliminer le paracétamol, il est perdu pour l'immunité. Et c'est l'antioxydant le plus important pour l'immunité. Ouais. Si vous n'avez pas de glutathion, c'est comme demander à l'armée ou aux policiers d'aller se battre sans gilet pare-balles. Ils seront ultrêmement plus vulnérables dans la lutte, et donc beaucoup moins efficaces. Et on le voit dans les faits, hein, là c'est la théorie que je vous raconte, les faits c'est immunothérapie plus paracétamol égale 30, c'est 20 à 40%, même à 50% dans une étude, d'efficacité en moins de l'immunothérapie. Si on n'associe pas, vous voulez dire avec et ça c'est si on fait que ça. Et si vous mettez la N-acétylcystéine, vous allez réverser ça parce que vous allez permettre de restaurer. Donc les antioxydants, dans certaines situations, sont indispensables. L'immunothérapie faite sans antioxydants, ça peut marcher, mais c'est une perte de chance de ne pas le faire, de ne pas les prendre. Deuxième chose, les thérapies ciblées, elles fonctionnent quasiment toujours par un mode d'action sur une cible, et de façon générale, elles vont favoriser l'apoptose de la cellule. Parce qu'elles vont bloquer un mécanisme qui va faire que la cellule ne fonctionne pas bien, et du coup, elle s'auto-détruit, ce qu'on appelle l'apoptose. Les antioxydants sont quasiment tous pro-apoptotiques. Donc ils vont favoriser ce phénomène. Ils ne vont pas venir empêcher l'histoire de fonctionner. Voilà. Donc vous avez, on peut dire, je vais balayer rapidement, mais les antioxydants ne posent pas de problème avec les traitements. Bon, c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste. Quels sont précisément les statuts vitaminiques et minéraux essentiels à optimiser, auxquels vous êtes attentif particulièrement parce que vous savez qu'ils vont faire la différence dès le départ dans l'efficacité du parcours de soins des patients? Si vous devez m'en citer. Moi, pour être universel, je pense qu'il faut donner un minimum une multivitamine, bien un bon laboratoire. Dedans, on doit y faire attention, ne pas mettre de cuivre, à moins que vous ayez fait un dosage qui repère qu'il y a une carence, qui est rarissime en cancérologie. Ouais. Je n'ai jamais vu de carence en cuivre, parce qu'il y a quasiment toujours de l'inflammation, et du coup un excès de cuivre. Donc, un multivitamine, en se rappelant que les doses des multivitamines, c'est pour des situations normales. Or, on a des patients qui sont en situation totalement anormale, ils sont en maladie. Quand on sait que la vitamine C, par exemple, c'est 150-180 mg par jour, si je ne dis pas de bêtises. Oui, vitamine C, dont on a besoin. l'IVNR, c'est 120 mg mais par jour. Dès qu'on a une infection, c'est x10. Donc dès qu'on est en situation pathologique, les besoins ne sont pas les mêmes. On n'est pas sur les mêmes fourchettes, forcément. Dès qu'on tombe en maladie. Et donc la multivitamine à dose physiologique, vous ne pouvez pas faire une bêtise. D'autant plus que c'est des vitamines qui sont solubles et qui donc ne vont pas s'accumuler dans l'organisme. Ouais. Donc multivitamine, vous ne prenez pas de risque. Par exemple, prendre la vitamine E toute seule, régulière,
c'est un danger. Les vitamines liposolubles, c'est en effet un contexte différent. C'est un contexte différent, risque d'accumulation, puis risque de forme réduite qui pourrait s'accumuler et peut devenir toxique, surtout si ce n'est pas une vitamine sous forme naturelle. Donc, si on donne une multivitamine, on ne prend pas de bêtises. Deuxièmement, la vitamine D, parce que ça, c'est une constante, par toute son action intéressante sur l'immunité, mais on sait son effet de régulation de près de 1000 à 2000 gènes dès qu'on est dans des taux importants. Ouais, encore faut-il être dans les taux satisfaisants, parce que si on est à des concentrations autour de 30 nanogrammes par millilitre, ben là, l'action de régulation génique, elle va se faire sur un nombre restreint de gènes. Oui, maximum 500 gènes. Donc si on veut être au-delà de 1000 gènes régulés, il y a des effets sur l'immunité, des effets cytostatiques, c'est au-delà de 50 et c'est plutôt viser les 70 à 100 nanogrammes par millilitre. Ok, très bien. Et est-ce que vous appuyez beaucoup vous, sur les analyses biologiques fonctionnelles avant justement de supplémenter ? Alors, sincèrement, moi dans ma pratique, peu, pendant les traitements. Oui. Parce que ça va être tellement faussé d'abord par tous les traitements. Là, je parle des gens en traitement. Hein. Oui, d'accord. Et ensuite, il y a le problème des coûts. C'est-à-dire qu'on doit arbitrer, comme on dit. C'est-à-dire que il y a des compléments à prendre, c'est déjà pas remboursé. Si je rajoute des dosages, c'est compliqué. Donc, je vais faire les dosages qui sont pris en charge, cuivre, zinc, la vitamine D en mettant en mention remboursable. Ça passe. Et au moins, ça, c'est juste un fondamental. Vérifier la vitamine B9, B12, le fer. Oui. Je pense que c'est les minimums vitaux, comme on dit, et c'est pris en charge. Okay. Bien sûr que si certains patients peuvent, on peut, pourquoi pas, lancer certains dosages. Mais ça va être le dosage, il me semble, plus intéressant quand on est dans la phase de rémission, dans une phase de repos, où on veut voir l'état des lieux et qu'est-ce qui est maintenant à supplémenter pour vraiment garder l'état de santé, l'état d'équilibre. Donc c'est après que je pense que les prises de sang sont intéressantes. Alors justement, dans les supplémentations que vous préconisez, est-ce que vous attachez l'importance aux critères de la biodisponibilité et est-ce que vous avez perçu des différences significatives entre différentes formes, donc au niveau clinique, est-ce que vous voyez des différences ? Alors, sincèrement, je n'ai pas fait les études, je me fie aux études, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'une vitamine naturelle, c'est évidemment plus efficace qu'une vitamine synthétique, parce que une vitamine synthétique, c'est à peu près la moitié au moins qui n'est pas efficace, parce que vous savez, vos cours de biochimie, pour en médecine, c'est en première année. On nous apprenait qu'une molécule, elle tourne sous forme, enfin, elle dévie la lumière vers la droite ou vers la gauche. Voilà, et c'est un peu comme une clé qui tourne dans le bon sens ou pas. Et quand on fabrique les deux. Ouais. Une qui tourne dans un sens, une qui tourne dans le mauvais sens. Alors on a des exemples dans la médecine conventionnelle où ça a été intégré, cet aspect fonctionnalité. C'est très peu compris, on ne se réalise pas. Vous avez l'exemple en antibiothérapie de l'ofloxacine, qui va devenir, si vous faites du lévo, c'est-à-dire la forme lévogir, le tavanique. Ah tiens, et c'est que du 500 mg et pas du 400 x 2 ou du 500 x 2, tout simplement parce que c'est la forme lévogir, la forme active. Et oui, donc voilà. On n'a pas besoin de monter les doses pour avoir une efficacité. L'exemple en médecine oncologique qui est le plus frappant, c'est la vitamine B9, qu'on utilise dans les protocoles de chimiothérapie des cancers digestifs avec le 5-FU. Oui. On va optimiser la persistance du 5-FU avec la vitamine B9. Avant, on faisait du folinate de calcium. Et depuis, alors tout le monde le fait maintenant, moi, dans mon service à la Timone, on le faisait dès les années 90. Notre patron était sensible à ça. On fait du lévofolinate. Et du coup, on fait dose divisée par 2. Donc, ça veut dire que dans un cas, vous faites la forme non lévogir, vous faites 2 fois plus de doses pour la même efficacité. Que devient la partie inefficace ? Au minimum, elle est neutre. Mais on peut penser que c'est au minimum une charge pour l'organisme pour rien. C'est au minimum une charge d'élimination pour rien. Donc, évidemment que les formes fonctionnelles sont plus intéressantes. Et dès qu'on est dans la nature, on a des formes fonctionnelles. L'exemple de la vitamine B, où là, oui, la vitamine E, c'est flagrant. Hein. Ouais. Là, la différence est immense parce que c'est au mieux, les vitamines synthétiques sont 20% d'efficacité de la vitamine naturelle. Donc, les différences sont énormes. On a intérêt à aller vers des vitamines fonctionnelles, ce qui a l'avantage de donner moins et d'éviter une fraction qui est au minimum neutre et parfois, pourquoi pas, toxique. Et ça, on a l'exemple de la vitamine E que j'ai donné. Je vous rappelle que si vous allez sur n'importe quel site officiel, on vous dit que la vitamine E est dangereuse. Il ne faut pas en donner en cancérologie.
Et ça vient de quoi? Ça vient d'études où on donne des vitamines E synthétiques, à dose pharmacologique, chez des gens qui n'ont pas été dosés pour voir si c'était carencé ou pas, alors qu'ils ont eu un cancer du poumon, et on donne ça seul. Résultat, on a plus de récidives de cancer du poumon. Et du coup, on a dit, attention, c'est dangereux. Mais il faut dire la phrase complète. La phrase complète, c'est la vitamine E de synthèse donnée à des gens non carencés après un cancer du poumon et donnée seule, eh bien c'est toxique. Et je vous rappelle que la vitamine E, elle est sous forme réduite, elle donne sa capacité antioxydante, mais après elle devient pro-oxydante, elle doit se régénérer. Et si elle s'accumule sous forme réduite, elle peut être toxique. Si vous n'apportez pas à côté ce qui va permettre de l'acide lipoïque, de la vitamine C, qui va lui permettre de se régénérer, vous êtes dangereux. Donc c'est de l'apprentie sorcellerie, c'est vrai. Ces études ont montré qu'on pouvait être des apprentis sorciers, que c'était dangereux. Mais attention, ça a le mérite de ça. Mais par contre, la vitamine E n'est pas dangereuse. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas en utiliser. Non, la vitamine E sous forme naturelle peut être extrêmement intéressante, mais moi je la conseille évidemment dans des protocoles associés, parce qu'elle va être encore plus efficace si elle est associée à d'autres substances. Et au niveau justement des vitamines liposolubles, qu'est-ce que vous pensez des formes émulsionnées des vitamines liposolubles? Aujourd'hui, même en médecine, pareil, on prend des chimiothérapies, on fait la même chose. On les émulsionne et on améliore leur biodisponibilité, leur pénétration dans les tissus, leur efficacité, et on réduit leur tolérance. C'est pareil pour les vitamines. L'exemple de la vitamine C, vous le connaissez, que l'intestin, vous pouvez prendre 1 gramme, l'intestin ne peut pas absorber plus de 200 mg, je crois, en 2 heures. Donc les 1 gramme, il n'y en a qu'un cinquième qui est assimilé, le reste il passe dans les intestins, ça fera peut-être du bien aux intestins, mais ça n'ira pas dans l'organisme. Donc vous êtes obligé de fractionner, ou alors vous faites des formes liposomales qui vont permettre d'assimiler beaucoup plus, parce que c'est sous forme liposomale. Okay. Alors pour potentialiser les défenses antioxydantes, vous mettez en lumière dans votre livre l'apport d'actifs phyto qui sont reconnus aussi pour un impact antioxydant important, comme le resveratrol, qui permettrait, selon les études, de ralentir aussi la progression des cancers. Est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage sur les différents niveaux d'action de ce polyphénol dans le processus d'oncogénèse? En fait, le resveratrol, c'est un exemple remarquable puisqu'il est actif sur toutes les phases de la cancérogénèse. Vous savez que le cancer, c'est initiation, promotion, prolifération. Et pour imager les choses, la mauvaise graine qui a été créée par un événement, mais une mauvaise graine, c'est une mauvaise graine, on en a tous en soi. Puis il lui faut un bon terreau, elle germe, la graine est germée, aïe, c'est pas un cancer, c'est une graine germée, attention, danger. Et puis ensuite, malheureusement, ça fleurit, c'est le printemps, allez, explosion, et là j'envoie des graines de partout, c'est la prolifération avec le processus métastatique. 3 phases, la cancérologie. Et donc le resveratrol agit sur ces 3 phases-là. D'accord. Et toutes les substances n'agissent pas à ces 3 endroits. Si je prends l'exemple, d'ailleurs, pour que vous entendez comprendre, je prends l'exemple des œstrogènes ou de la testostérone. Des œstrogènes, sous forme pure, je parle, pas sous forme oxydée, c'est des promoteurs, c'est nourricier pour le cancer, mais ça ne crée pas de cancer. Ça ne crée pas de mutation, ça ne crée pas l'initiation. La testostérone ne favorise pas le cancer de prostate, au sens de ne le crée pas. Par contre, une fois que le cancer est créé, aïe, la testostérone il y a une sensibilité particulière de la cellule. Elle est avide de testostérone, et le cancer va être particulièrement avide. Il est même capable de le fabriquer. Si jamais vous lui privez de testostérone, il va fabriquer lui-même la testostérone pour lui et ses copines autour. Donc, bien comprendre cet aspect d'agir sur tous les aspects de la cancérogénèse. Du coup, le resveratrol est utile tout le temps. Parce que la thérapeutique anticancéreuse, c'est à la phase de prolifération. Eh bien oui, c'est intéressant pendant cette phase-là aussi. En accompagnement de traitement. Et donc, si vous réduisez le resveratrol à un antioxydant, vous faites une erreur. Parce qu'il favorise la réparation de l'ADN, il est pro-apoptotique, il réduit la prolifération, il agit sur P53, qui est le régulateur qui dit « ok, on peut proliférer ou pas », ou qui dit « non, il faut réparer », ou il faut lancer la mort de la cellule. Il a de multiples actions, il est régulateur du sucre, plutôt de l'énergie. Donc il est comme le sport. Il agit comme le sport sur le même mécanisme que sur l'activité physique.
Donc vous avez quelque chose qui est intéressant chez les diabétiques par exemple, notamment. Donc vous ne pouvez pas réduire le resveratrol à une chose, ce n'est pas qu'un antioxydant. Et donc si vous êtes juste là en train d'hésiter sur son action ici, peut-être c'est embêtant, il y a tellement d'autres aspects positifs que c'est difficile de s'en passer. Mais bien que, bien sûr, il y a d'autres substances, mais c'est une substance qui est clairement utile en cancérologie dans de nombreux endroits. Ok, très bien. Alors, pour la lutte contre l'inflammation, vous mentionnez aussi les incontournables, donc oméga 3 à longue chaîne, donc le PA, le DHA, donc qui doivent être, je reprécise, le moins oxydés possible pour être fonctionnels, et dont la population générale est largement carencée. Mais au-delà de ça, vous parlez aussi longuement du curcuma qui a fait l'objet de milliers de publications en oncologie. Comme pour le resveratrol, c'est un composé multi-cible, qui dépasse ses actions antioxydantes et anti-inflammatoires. Pourriez-vous nous spécifier quels sont ses autres atouts en cancérologie ? Voilà, c'est notre exemple de substances multi-cibles. Comme on a des thérapies ciblées en cancérologie multi-cibles, il est multi-cible. Il agit sur énormément de composantes de la cancérogénèse. Il est anti-angiogénique, anti-inflammatoire. L'inflammation favorise déprime l'immunité. Oui. Donc du coup, il va être utile en cas d'immunothérapie, par exemple, en tout cas pour l'immunité. Il favorise les processus de détoxication au niveau hépatique. Oui. Il aide il est très peu antioxydant. Par contre, il favorise le fonctionnement des processus antioxydants. La catalase, la SOD, etc. sont améliorés dans leur efficacité par le curcuma. Il agit au niveau digestif sur les points de jonction. Donc sur la perméabilité intestinale, il est très intéressant. Donc d'où son intérêt particulier dans les cancers digestifs, cancer du côlon, particulièrement intéressant. Parce qu'il agit localement, parce qu'il agit sur ce concept-là. Donc en fait, il est absolument multi-cible. Et là encore, vous voyez, j'avais un patient qui me montrait, on me dit de ne pas le prendre avec ma thérapie ciblée parce qu'il interagit sur le cytochrome 3 à 4 et donc sur l'élimination de ma thérapie ciblée. Ah oui, mais votre pharmacien, il oublie une chose, c'est que s'il y a de l'inflammation, le foie ne fonctionne pas bien. Oui, un foie inflammatoire ne détoxique pas. C'est toutes les fonctions hépatiques qui sont impactées. Ouais. Et donc, ce n'est pas du tout que le cytochrome 3-4. Donc, vous réduisez le curcuma au cytochrome 3 à 4 et vous oubliez que vous n'avez même pas regardé le fait que le foie est inflammatoire, donc du coup ça ne marche pas bien, du coup vous n'éliminez pas bien la thérapie ciblée et ça sera toxique. Donc grâce au curcuma, le médicament va être mieux éliminé et finalement derrière il élimine moins, c'est vrai, il y a une interaction, mais sauf qu'il n'agit pas du tout sur le 3 à 4, il agit aussi sur d'autres cytochromes, je crois sur 4 ou 5, et donc du coup un médicament qui agit parce que c'est presque un médicament, on pourrait dire, un composé actif naturel, le curcuma, il a des actions multiples. Donc c'est réparti, c'est pas focusé sur un truc. Donc on le sait parfaitement, c'est une contre-indication extrêmement relative. Vous devez être conscient que le curcuma va peut-être réduire l'élimination du médicament, ce qui d'ailleurs, entre guillemets, va le rendre plus efficace. Il ne faut pas que ça le rende trop efficace. Vous allez surveiller. S'il y a de la toxicité, vous allez voir. Et donc ça fait partie des interactions, vous devez réfléchir à quelle interaction réellement ça entraîne. C'est le travail du pharmacien, toujours, qui n'est pas facile, de juger quand il a une ordonnance avec 10 médicaments, c'est bon, c'est pas simple, bon, alors qu'ils interagissent tout le temps. Reconnaître. En cancérologie, on utilise les antinauséeux parce que c'est obligé, mais les antinauséeux ont des effets, interagissent avec les traitements. Ils interagissent avec l'élimination hépatique des médicaments. Et on tolère finalement leur utilisation. Et on les tolère. Tout. Ouais. Oui, parce que c'est obligé. On est obligé de faire avec. Donc c'est juste qu'on doit faire avec. C'est toujours une question de balance aussi entre le bénéfice, le risque. Voilà. Donc il faut simplement, c'est vrai, de la justesse, c'est-à-dire regarder, est-ce que ce médicament est utile ? Si j'ai un doute, est-ce que j'ai pas quelque chose qui peut-être être différent ? Si je cherche un anti-inflammatoire et que ça ne va pas le curcuma, peut-être que la scutellaire sera très bien, plus adapté. De même que le curcuma nous offre beaucoup de choses. J'ai oublié de dire, il est anti-agrégant plaquettaire suivant la dose. Alors, ça peut être très embêtant en cas d'opération qui vient. Il vaut mieux l'interrompre pour ne pas avoir de saignement augmenté. Si jamais il y a des problèmes de calcul biliaire. Les calculs biliaires, voilà, ça c'est une contre-indication pour le coup. Si j'ai une jaunisse, c'est que ça favorise la fabrication de bile, alors que justement il faudrait la calmer. Il ne faut pas donner du curcuma. Donc ça quand même, ça nous introduit l'idée qu'attention,
c'est effectivement, on est tout à fait conscient que les plantes, les composés actifs naturels ont une vraie puissance, mais attention évidemment, à contrario, ils peuvent aussi avoir des effets secondaires. Ou des situations pas adaptées en tout cas. Alors l'un des inconvénients du curcuma, c'est sa faiblesse au niveau de son absorption digestive. Donc quelles sont vos préférences vous, dans les formes de curcuma qui sont justement donc, mieux absorbées que les autres? Vous avez des préférences en particulier? Donc on a les techniques qui ont été trouvées il y a plus de 20 ans qui étaient de mettre la pipérine pour... Oui. Alors c'est pas pour améliorer C'est ce que l'assimilation, vous expliquez très bien dans votre mais livre. pour réduire l'élimination par le foie. Donc on va avoir une biodisponibilité augmentée par le fait que ça perdurera plus dans le sang. Le problème est que certaines personnes ne vont pas supporter la pipérine au niveau digestif. Oui, Déjà. alors attention aux Il peut y avoir personnes qui ont une inflammation digestive Voilà. préexistante, on va dire. Donc déjà, on voit que ce n'est pas toujours convenant pour tout le monde. Et puis, on a des formes qui vont permettre d'augmenter très nettement l'assimilation par l'intestin. C'est les formes, effectivement, de liposomales, on va dire, d'émulsification. Oui, ou les techniques d'émulsification. D'ailleurs, on disait bien que si on prend le curcuma avec des graisses, avec de la papaye, on améliore l'assimilation. C'est liposoluble, donc forcément, si vous le prenez avec des huiles... Mais bon, et oui, il y a des formes aujourd'hui, comme on dit, plus techniques, qui permettent d'améliorer cette biodisponibilité. Très bien. Alors, on n'a pas abordé encore le rôle central joué par le microbiote dans la régulation de l'immunité et de l'inflammation. Donc, on peut s'aider, donc au-delà de l'équilibre qu'on peut apporter par la qualité de notre alimentation, on peut s'aider des prébiotiques et des probiotiques pour orienter toujours positivement donc, cette composition du microbiote d'un point de vue qualitatif. Donc, quel est votre regard sur ces catégories d'ingrédients et leur efficacité ? Aujourd'hui, ça devient... les publications sont vraiment de plus en plus nombreuses. Ça n'échappe plus même à la médecine conventionnelle. Dans les congrès, on parle Il y a une publication en 2018, c'est ça, dans Nature Cancer, sur les probiotiques en disant c'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre du traitement du cancer. Oui. Il interfère sur tout, c'est-à-dire sur le métabolisme, l'élimination des médicaments, sur éventuellement leur toxicité ou pas, mais aussi sur leur efficacité. Et il interfère sur l'immunité notamment, en particulier. C'est tellement vrai que si on donne une antibiothérapie avec une immunothérapie, vous avez un risque de perte d'efficacité absolue de l'immunothérapie. Alors que si vous associez par exemple des probiotiques avec... Alors, on n'a pas d'études que je sache où ils ont enfin eu l'intelligence de dire on va donner des probiotiques, est-ce qu'on casse le truc? Mais on peut penser que la solution c'est celle-là, c'est que donner des probiotiques, évidemment, à chaque fois qu'il y a une antibiothérapie qui des fois est indispensable, pour qu'on passe le cap, mais qu'on ne perde pas l'efficacité. Donc ça paraît logique d'aller vers ça. Bon, la logique et le bon sens, c'est quand même 70% d'immunité, elle est bien au niveau intestinal. Oui, évidemment. Et qu'il y a une régulation. Quand on donne une immunothérapie, dans les effets secondaires le plus fréquents, c'est des problèmes de diarrhée. Il faut mieux donner un immunomodulateur, donc apporter des probiotiques pour venir protéger. Et insistons sur le fait que ce ne sont pas des levures, mais des probiotiques. Voilà, c'est très important. Ce sont des bactéries, et des bactéries donc non pathogènes. Autrement dit, il n'y a pas de contre-indication du tout par rapport au site implantable. Voilà, ce qui n'est pas le cas avec les Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si c'est discutable, mais c'est le cas officiellement dans le Vidal pour l'ultralevure, par exemple, les levures. Donc, on ne le fera pas, on va respecter cette contre-indication, mais ce n'est pas pour les probiotiques. Pas pour les autres souches. Et réfléchissons bien sur le fait que c'est quand même une stupidité de penser que les probiotiques pourraient être dangereux, alors que vous apportez 60 milliards au maximum en général de bactéries, alors qu'on a 200 000 milliards de bactéries dans l'intestin. Donc il vaut mieux que ce soit des bactéries non pathogènes qui éventuellement passent dans le sang que des Escherichia coli ou des Klebsiella, etc. Donc c'est pas contre-indiqué du tout, c'est aidant. Et la flore intestinale, ça va être de plus en plus, peut-être même dans les années à venir, on fera peut-être, avant tout traitement, une analyse des selles pour voir le microbiote de la personne et voir comment prédire comment elle va éliminer le traitement, quelle sera la chimio peut-être la plus intéressante, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est possible dans le temps, surtout avec l'intelligence artificielle qui va nous permettre de faire entrer des données et à la fin de dire « Waouh,
tenant compte de votre biologie, de votre statut, etc., de votre microbiote. C'était dans l'article 2018 de Cancer. Quand on intègre tout ça, à la fin, waouh, le pronostic c'est ça, et le traitement le plus approprié c'est ça. Ouais, c'est incroyable. On va vraiment, on y viendra. Hein, ah ben là, quand on voit où il essort de l'intelligence artificielle et tout ce que ça... Ça va nous permettre ça. Ça va être un des nous bénéfices. donne, Il y a des déviances possibles de l'intelligence artificielle, mais des bénéfices, et ça en sera. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser conclure, docteur Mouisset, avec l'actualité du centre ressources d'Aix-en-Provence, parce que je crois qu'il y a une grosse actualité cette année, donc c'est un grand cap pour le centre ressources. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Voilà, aujourd'hui, on peut se dire, c'est vrai, depuis 2000, ressources existent. On est dans ce lieu de 900 mètres carrés. Alors, on a une existence qui a été 70 mètres carrés dans les années 2000. En 2011, on vient ici, 900 mètres carrés. On passe d'un budget de 80 000 euros à 700 000 euros. Je vous rappelle que c'est une association à but non lucratif. C'est une entreprise sociale pour autant, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit efficace, sinon on ferme la porte. On est toujours là, bien présent. On fonctionne à 95% que par des dons. On a des subventions publiques, mais à peine 5%. Et on a maintenant ce projet, mais quand je dis ce projet, c'est on va le faire. C'est-à-dire on achète un château de 1500 mètres carrés, 10 hectares, pour derrière basculer sur autre chose. Moi, je peux considérer qu'aujourd'hui, on a été un laboratoire ici qui a fonctionné sur lui-même, tranquillement dans un cocon. Et d'ailleurs, on est dans une zone industrielle où c'est pourri, entre guillemets, à l'extérieur, et que du goudron. Et par contre, dedans, c'est une bulle de bonheur dans le centre. Là, on va aller dans un domaine où, enfin, ça va être ouvert parce que c'est une forêt protégée, c'est un fleuve, l'Arc, qui est au pied, c'est une source qui alimente tout le domaine. Et donc, dans ce lieu, on va pouvoir avoir beaucoup plus d'espace et un rayonnement, enfin, pour faire connaître ce qui se passe ici. Et ce qui se passe ici, c'est un exemple en oncologie intégrative, c'est-à-dire on propose un programme qui est unique en Europe, où on accompagne les patients, on leur propose de devenir acteurs, on leur donne des outils pour devenir acteurs et on leur permet d'aller mieux et d'optimiser leurs chances de guérison. Dans le cancer du sein, c'est 50% de récidive en moins, au minimum, avec 10 ans de recul. C'est 68% de décès en moins. Dans le cancer tout métastatique, c'est au moins 30 à 50% d'amélioration de la survie. Donc, ce lieu-là propose quelque chose qui reste unique en Europe. On a démontré qu'on savait le faire. On ne l'a rien inventé parce que c'était des techniques éprouvées aux États-Unis, mais qui ne sont pas mises en pratique. C'est comme un médicament qui n'a jamais été diffusé. Depuis 11 ans, on le fait, même pas 13 ans. On a publié, on a montré qu'on pouvait le faire. Pour tout cancer, hommes et femmes, sans conditions financières. On l'a proposé à 1 millier de personnes. On a montré qu'on était capable d'essaimer ce concept et donc de transmettre le savoir. 7 autres centres ressources ont été créés. Ils sont capables de proposer cette démarche-là dans leur lieu. D'ailleurs, aujourd'hui, on se voit Charles Levi-de-Mézières qui est là présent pour justement acquérir cette capacité de savoir-faire. Et donc, maintenant, il est temps de passer à l'échelle supérieure et d'être dans un lieu qui va rayonner sur au moins la francophonie et même, je pense, l'Europe. Un lieu qui va s'occuper des patients, qui sera capable d'héberger des patients dans des séjours de ressourcement. Un lieu qui va être un lieu d'université de santé intégrative pour qu'on forme les soignants à cela, à la santé intégrative. Et du coup, permettre d'avoir des gens qui sont compétents, capables d'accompagner des patients. Super. Voilà. Donc ça va être une merveille absolue. Une très belle aventure en tout cas. Voilà. Et donc on vous invite à vous intéresser, sachant que tout ne va pas se passer ici. Mais ce que j'espère, c'est que ceci va être un coup d'éclat qui va rayonner dans toute la France, bien sûr, et même la francophonie. En tout cas, c'est une très belle aventure. Et donc, si vous êtes sensible à la cause du cancer et que vous souhaitez contribuer donc, à la magnifique aventure donc, du centre ressources, je ne peux que vous engager à faire un don. On vous mettra d'ailleurs un lien dans la description de la vidéo YouTube. Écoutez, docteur Mouisset, je vous remercie. Voilà, pour terminer, conclure, j'insiste, parce que c'est la cause du cancer, c'est pas la cause du cancer, c'est la cause des personnes touchées par le cancer. Voilà. Et ça veut dire les personnes vont en bénéficier tout de suite et maintenant, et pas dans 5 ans quand la recherche aura démontré que c'est tout de suite qu'ils vont en bénéficier. C'est l'entourage qui va en bénéficier. Une personne malade, c'est 4 personnes qui sont concernées, autour, au moins, en moyenne. Et du coup, c'est tous ceux qui sont touchés et concernés par la problématique, les soignants, qui vont aussi être concernés.
se sentir investi encore plus de capacité à accompagner les gens. Donc c'est une révolution pour la France entière. C'est une démonstration de l'impact de la santé intégrative et un rayonnement qui du coup verra vers au-delà du cancer dans les autres pathologies. Ouais, c'est un très bel écrin. Moi, j'ai vu donc une vidéo du lieu que vous aviez présenté à votre colloque. Et c'est vrai que l'endroit est assez incroyable. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Dr Mouisset, pour avoir partagé avec nous votre expertise clinique et toutes ces informations si précieuses. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à le faire savoir aussi dans vos commentaires et à partager cet épisode. Et surtout, continuez à nous suivre. À très bientôt. Merci. Merci, Dr Mouisset.